Salut et bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne The French Connection. Je suis Frédéric et aujourd'hui nous lançons notre saga série sur Epstein et ses complices. Merci de nous avoir rejoints. L'objectif de notre chaîne est de dénoncer la corruption qui règne dans nos gouvernements. Oui, j'ai bien dit nos gouvernements puisque nous allons parler du gouvernement français mais aussi des gouvernements à l'étranger. Cette corruption frappe malheureusement beaucoup de nations. Et il nous faut la dénoncer. Il en va de soi que dans cette saga série sur Epstein, nous allons et nous devons de dénoncer ces réseaux pédophiles ainsi que ces réseaux criminels, ces blanchisseurs d'argent, ces gangsters à col blanc. Après 10 ans d'investigation sur le cas Epstein, il est très difficile de s'exprimer sur ce cas, sur cette affaire rocambolesque, sans envisager la possibilité d'une éventuelle participation des services de renseignement internationaux ou domestiques pour tous les pays concernés dans cette affaire. Bien sûr, vous me direz qu'il y a d'autres pistes et il va de soi que nous les suivrons. Notre but est de sensibiliser les gens, en tout cas de les aider à mieux comprendre ô combien le trafic sexuel est répandu dans le monde. Cela n'a jamais été anodin et ce ne l'est certainement pas aujourd'hui. Le trafic sexuel n'épargne aucune nation. Il est souvent utilisé pour corrompre les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de nos nations. En fait, quiconque ayant des informations classifiées ou des informations extrêmement importantes, voire stratégiques pour nos nations. L'affaire Epstein est une affaire d'envergure intercontinentale. Elle est très bien financée. Elle comporte un cocktail d'abus de mineurs, d'extorsion, mais aussi de blanchissement d'argent et de viol en groupe. Cette affaire implique des gens peu scrupuleux, des politiciens, des scientifiques et malheureusement des gens très fortunés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le blanchissement d'argent dans cette affaire permet le développement et la structuration de l'ensemble de cette opération. Sans argent, il n'y a pas d'affaire Epstein. Comme vous avez pu le lire dans certains médias, le gouvernement américain ainsi que la famille royale anglaise s'est trouvée sous une pression incroyable. Les gens dénoncent, exposent ces réseaux pédocriminels, ces cercles opaques qui agissent en toute impunité sur nos territoires. Dans le cadre de cette affaire Epstein, nous avons affaire à des individus malsains, des psychopathes déguisés en gentilshommes avec une unique capacité de vous charmer, de vous manipuler et de transformer votre vie. Malheureusement, pas pour le meilleur. Avec 2 de nos ressortissants français impliqués dans cette affaire, il y va de soi que nous devons, en tant que Français, d'exposer les Jean-Luc Brunel et les Ghislaine Maxwell de ce monde. Malheureusement, la pédophilie et le trafic sexuel ne sont que le sommet de l'iceberg dans l'affaire Epstein. Pour mieux comprendre ce qu'il s'y passe vraiment, je vous invite en tout cas à regarder de plus près les fondations de cette opération. Mais sur quoi repose donc-elle? Dans cette série dédiée à Jeffrey Epstein, il est important de résumer l'ensemble des questions liées à l'acte d'accusation de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell par les tribunaux, que ce soit fédéral ou civil, du système judiciaire américain. Lorsque vous avez affaire à une affaire comme celle d'Epstein, où les tribunaux fédéraux et les tribunaux d'État qui travaillent en parallèle sur des opérations, des affaires en cours qui sont étroitement liées, cela rajoute à la complexité et la nécessité de compétences multiples. Nous verrons plus loin dans cette série que la jury comptabilité va jouer un rôle très important, en tout cas dans l'affaire Epstein. Comme je le disais plus tôt dans cette vidéo, nous avons affaire à des réseaux d'ordre international. Ces réseaux sont très bien organisés et il est important que nous les étudions. Nous étudions la logistique, nous étudions le financement et nous étudions aussi la partie judiciaire. Comment ces gens-là arrivent à opérer sur nos territoires sans jamais être inquiétés. La mise en accusation ainsi que l'arrestation récente de Ghislaine Maxwell et son aventure hors radar depuis que Epstein est suicidé a soulevé beaucoup d'indignation mais aussi beaucoup de questions. Une des questions que je me pose depuis l'arrestation de Ghislaine Maxwell est pourquoi ne pouvons-nous pas trouver dans les chefs d'inculpation fédéraux des mots comme kidnapping, séquestration, viol en groupe. Ce sont tous des mots et des allégations qui ont été faites et elles semblent malheureusement avoir été complètement ignorées. Dans cette affaire Epstein, je pense que nous devons nous préparer à voir des mises en accusation, des arrestations,
dans un futur proche, ainsi que des révélations plus choquantes les unes que les autres. Maintenant est venue l'heure en tout cas de se poser des questions et de se poser les bonnes questions. La taille et l'ampleur de ce cas. Nous devons donner à ce cas une dimension sur l'échelle mondiale, comme diraient les Anglais, how big it is. La deuxième chose est pourquoi des infrastructures somptueuses ainsi que des fonds inexplicables ont été mis à la disposition du monstre Epstein. Qui était vraiment Epstein? D'où venait son argent? A-t-il été parrainé? Et si oui, par qui? Et pour quelles raisons? Tous les détails sont importants dans l'affaire Epstein et nous en avons besoin. Chaque élément d'information compte. Il nous aide en tout cas et nous aide à rassembler tous les éléments de ce gigantesque puzzle. Alors par exemple, découvrir la couleur des poils pubiens de Ghislaine Maxwell ou la couleur des sous-vêtements de Virginia Giuffre, ça paraît à premier œil pas vraiment intéressant. Et pourtant, détrompez-vous, parce que ça a toute son importance. Voyez-vous, les avocats des victimes utilisent ce genre de détails pour placer les accusés, mais aussi les victimes au même endroit et au même moment, pour renforcer la proximité, mais aussi l'intimité de leur relation. Cela va augmenter la crédibilité, mais aussi la véracité des accusations faites. La justice américaine ainsi que la justice française doit être examinée. Nous savons que dans le cadre de la justice américaine, beaucoup de malfaçons, beaucoup de choses se sont passées qui sont vraiment très discutables. Et je pense que les investigations du FBI le démontrera si elles portent fruit. Concernant la justice française, il y a un an, une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris pour regarder, en tout cas dans cette affaire Epstein, et voir si certains crimes, certains co-conspirateurs étaient sur le sol français. La seule chose aujourd'hui que nous avons, c'est de l'enfumage. On nous enfume avec des mots comme les faits sont prescrits ou c'est pas vraiment à nous d'accuser. Excusez-moi mon langage, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles. Le nom de Jean-Luc Brunel est inscrit dans d'innombrables dépositions, que ce soit aux États-Unis, mais aussi en France. Les chefs d'inculpation sont horribles et très bien documentés, des témoignages ahurissants, bouleversants, des accusations à vomir. C'est ça le dossier Brunel aux États-Unis. Pour ma part, j'ai lu des centaines de pages et écouté des heures innombrables d'audio, des enregistrements faits dans les tribunaux américains où les juges et les avocats discutent des informations, celles qui devraient être divulguées, celles qui devraient rester en tout cas anonymes. Tout ça permet de pouvoir bien comprendre le cas Epstein. Ce sont à travers les documents légaux, les dépositions faites par les victimes que nous apprenons ô combien Jean-Luc Brunel procurait des mineurs à Epstein ainsi qu'à son réseau. Pour cela, il utilisait ses agences de mannequins, plus particulièrement MC2, une agence basée à Miami mais aussi à New York ainsi qu'à Tel Aviv. Il avait aussi d'autres contrats, des contrats avec une agence en Ukraine, une agence qui s'appelait The Mother Agency en anglais. N'oublions pas non plus les partenariats mais aussi les réseaux que Brunel avait développés en Amérique du Sud, dans des pays comme le Brésil, la Colombie ou l'Équateur. Il utilisait ces réseaux pour assurer un flot constant d'approvisionnement de jeunes filles pour le cercle et le réseau de Epstein. C'est aussi à travers d'innombrables témoignages et de dépositions que nous apprenons que Epstein se vantait d'avoir abusé et profité des filles de Brunel. Apparemment plus d'1 millier. Mais il y a aussi des témoignages étonnants où on apprend qu'il participait, Jean-Luc Brunel participait physiquement à ces orgies avec des mineurs sur Little St. James Island, l'île aux pédos. En tout cas, ce sont des allégations, ce sont des accusations très sérieuses pour lesquelles d'ailleurs Ghislaine Maxwell a été incarcérée récemment aux États-Unis. Alors, comment peut-on justifier le fait que le cercle rapproché de Epstein, des gens comme Jean-Luc Brunel, reste aujourd'hui libre, sans inquiétude, sans pression du gouvernement, sans pression de la justice, que ce soit française ou que ce soit américaine. Maintenant, jetons ensemble un coup d'œil et voyons ce que la journaliste d'investigation Julie K. Brown du Miami Herald, qui est un journal très respecté en Floride, voyons ce qu'elle a à nous dire concernant son enquête sur Epstein, mais aussi son interaction avec le gouvernement et le système de justice américain. This is something that we have to, as a society, also look at because, you know,
if he had been prosecuted the way he should have been prosecuted over a decade ago, we wouldn't be here right now. We wouldn't be in this place right now with this roller coaster of emotions with, you know, us, the Miami Herald, going to court to try to unseal documents that probably should have never been sealed, or at least a portion of them shouldn't have been sealed. I mean, the public should have been privy and been allowed to see how our criminal justice system works and how they treat people, whether they're poor or wealthy or whatever background they come from. They should all be treated the same, and he was not treated the same. Things that he did were covered up. Crimes that he committed were somehow mitigated as if they weren't as serious as they were. People who were involved with him were not considered real accomplices, and he ultimately was allowed to bargain his way out of a serious federal prison sentence. Et oui, en effet, Julie nous dit que Epstein est arrivé à se sortir d'une grave peine de prison. Et on va regarder plus tard dans cette vidéo comment il s'en est sorti et qui l'a aidé. En tout cas, avant de descendre dans les bas-fonds de l'affaire Epstein, voici quelques-unes des questions auxquelles nos gouvernements devraient répondre. C'est parti. Question numéro 1. Savait-il que Jeffrey Epstein était un agent du renseignement? Nous devons avoir une position très claire et en fait une déclaration, que ce soit du gouvernement français, américain, anglais, voire même israélien. Question numéro 2. Les activités d'Epstein étaient-elles connues de la communauté internationale du renseignement? Si la réponse est oui, nous devons savoir depuis combien de temps était-il au courant, quel était le rôle d'Epstein et plus important, qui était son employeur. Nous devons nous demander s'il y avait des accords, des approbations, voire même une compréhension des activités d'Epstein. Mais dans ce cas, qui aurait autorisé des actions insalubres et dans quel cadre? Alors, si vous avez des suggestions, je vous invite à les faire sous la vidéo. Alors, dans le cadre où la réponse serait non, je pense qu'il serait important que ces agences, qu'elles soient françaises, qu'elles soient américaines, israéliennes, anglaises, qu'elles nous donnent et qu'elles nous fassent une déclaration qui nous confirme que le chantage à consonance sexuelle n'existe pas, en tout cas dans l'acquisition d'informations stratégiques. Alors, je vous préviens, les agences de renseignement n'ont pas pour habitude de partager publiquement les techniques, mais aussi les méthodes qu'ils utilisent pour contraindre une cible à leur fournir des informations. C'est quelque chose qu'ils ne font pas en général, donc je ne suis pas très optimistique. Question numéro 3. Quelles sont vraiment les références d'Epstein? Epstein était-il un gestionnaire de fonds? On peut se poser la question. Nous savons que Epstein avait des bureaux dans la maison Villard, une maison connue sous le nom auparavant de Helmsley Palace, qui était en fait un ancien hôtel reconverti en bureau, une adresse très prestigieuse à New York. La maison Villard appartient actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, au sultan de Brunei. Tout de suite, allons sur la question numéro 5. Où sont les registres de son bureau? Quelles transactions ont été effectuées? Pour combien? Et avec qui? Nous parlons d'un fonds d'investissement de plus d'1 milliard, donc je pense que récréer, voire falsifier des documents de l'époque serait très très difficile. Les activités de courtage, ça laisse des traces, que ce soit des traces papier, mais aussi des traces électroniques. Donc on peut se demander la question, où sont ces traces? Alors, la communauté de gestionnaires de fonds, ce qu'on appelle les hedge funds aux États-Unis, c'est une communauté qui se connaît très très bien. Les grandes fortunes de New York sont souvent des hedge funds, des gestionnaires de fonds. C'est des gens qui font de la spéculation sur les fonds. Donc ce sont des spéculateurs financiers. Et je voudrais quand même bien qu'on m'explique comment ces gens-là n'arrivent pas à se rappeler de Jeffrey Epstein. Y aurait-il aucun dossier financier disponible aujourd'hui qui pourrait expliquer la richesse et la fortune de Epstein? Alors, où se trouvent les dossiers fiscaux, les fameux dossiers SEC? SEC, c'est quoi? C'est un système qui vous permet de télécharger toutes vos informations concernant votre entreprise, que vous soyez une entreprise étrangère ou une entreprise américaine, vous devez vous déclarer. Alors, il y a des périodiques, il y a des rapports fiscaux, il y a beaucoup d'informations sur votre entreprise. Tout ça, c'est disponible sur un système qui s'appelle le système Edgar. Alors, une question légitime qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce prétendu fonds d'investissement
était légitime ou est-ce que c'était une façade, un écran de fumée ou simplement un attrape-nigo? Nous savons que Epstein ne dealait et ne travaillait uniquement qu'avec des milliardaires. C'était un petit peu le mojo de son fonds d'investissement. Si vous n'avez pas 1 milliard, je ne travaille pas avec vous. C'est ce qu'il disait. Mais la seule chose qu'on a pu vérifier, c'est qu'il n'avait qu'un client. Et ce client, c'était Leslie Wexner, le CEO de Victoria's Secret. Quel était le véritable objectif du bureau d'Epstein à New York? Est-ce que c'était tout simplement du blanchissement d'argent? Est-ce que c'était peut-être du financement opaque pour des opérations de services secrets étrangers sur le sol américain ou tout simplement des financements des activités criminelles de réseau aux États-Unis et aussi à l'international? Je finirai en disant que la question primordiale, c'est de comprendre vraiment le parcours de Epstein, que ce soit en tant que manager de fonds spéculatifs ou que ce soit tout simplement en tant que conseiller financier. Tout ça, c'est pas très clair. On savait qu'il avait beaucoup d'entreprises aux États-Unis, surtout à New York. Il avait ouvert beaucoup de shell companies, mais son rôle était très consultatif. Pourquoi avait-il donc besoin de toutes ces compagnies? On doit se poser cette question. Maintenant, regardons ce que nous savons vraiment sur Epstein. Epstein a été suicidé le 8 août 2019. On sait que le 8 août 2019, il a changé son testament avec son avocat quand il était encore incarcéré. Epstein va donc transférer une partie de ses liquidités, mais aussi de ses actifs d'une valeur approximative de 580 millions de dollars sur un compte fiduciaire, ce qui rendra bien sûr la compensation des victimes un petit peu plus compliquée. Depuis lors, la succession d'Epstein a mis en place un fonds de compensation pour les victimes. Nous savons qu'aujourd'hui, 70 victimes se sont inscrites à ce fonds de compensation et pas plus tard que la semaine dernière, 9 nouvelles victimes ont apparu. 9 victimes qui viennent de se rajouter au rang des 70 victimes déjà enregistrées auprès du fonds de compensation des victimes. Ça ne fait que de renforcer en tout cas le cas d'Epstein, comprendre la dimension et la grandeur de son réseau. Et je pense que d'ici la fin de cette épopée, nous réaliserons que les victimes se compteront dans les centaines et pas dans les dizaines. Steven Hoffenberg, qui est l'ancien patron de Epstein, qui était aussi le CEO de Tower Financial, nous dit dans une interview avec Nexis qu'il y a encore beaucoup plus d'argent à récupérer qui avait été annoncé au départ. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Hoffenberg, you actually think that Epstein's even more vast than they say it is, and that they're hiding much more money. What makes you think that? Well, it's more than hiding. There's no certified audit by an accounting established firm that showed us how they came up with the cash. They're saying there's $634 million in various bank accounts now with no CPA, financial statement, nothing to certify this. So there's no question that they liquidated assets to get the $634 million amount. But I know for a fact there's substantially more assets around the world. And there is money laundering, which is the claim being made against this estate. And the estate is being run by one of Jeffrey Epstein's co-defendants, Darren Indyke, which is outrageous for anybody to accept. Et oui, Steven Hoffenberg, un personnage charismatique et très important dans cette saga Epstein. On va revenir sur ce personnage très bientôt. Maintenant, si vous voulez bien, passons à l'actif immobilier de Jeffrey Epstein, qui aujourd'hui est évalué à approximativement 250 millions de dollars. Il était propriétaire d'une île privée, le Little St. James Island, qui est en fait l'île aux pédos. Elle était estimée à 86 millions de dollars. Il était aussi propriétaire d'une île adjacente, mais nous ne savons pas le prix. Il était aussi propriétaire d'un domicile à Manhattan, Upper East Side, New York. Cette propriété était estimée à 77 millions de dollars. Epstein était aussi propriétaire d'une résidence à Palm Beach, en El Brio Way, une résidence estimée à 12 millions de dollars. Nous savons que Epstein avait un très grand appartement à Paris de 2300 mètres carrés, un appartement au 22 de l'avenue Foch, dans un des quartiers les plus prestigieux de la capitale. Nous pensons aussi que Epstein avait d'autres appartements dans ce même immeuble. Alors, selon un document judiciaire qui a été rendu public, nous apprenons que la succession d'Epstein est évaluée entre 577 millions de dollars et 630 millions de dollars, dont 58 millions de dollars en espèces. Vous comprenez donc pourquoi la question
comment Epstein a fait son argent devient très pertinente. Alors, pour répondre à cette question, nous allons essayer de nous engager sur les chemins très tortueux de la carrière d'Epstein. Alors, une des époques importantes d'Epstein, c'est quand il était trader, un courtier d'options pour la société Bear Stearns à New York. Et puis, éventuellement, il deviendra le gestionnaire du portfolio financier, mais aussi immobilier de Les Wexner, le PDG de Victoria's Secret. À l'époque, Epstein s'était établi comme un consultant financier. Il était rémunéré par Towers Financial, une société financière basée à New York, très connue pour avoir orchestré la plus grande Ponzi scheme sur le sol américain. Alors si vous pensez que Madoff c'était du gros, là vous êtes dans une différente ligue. C'est pas la même catégorie. Alors dans l'interview avec Offenberg sur Nexus, on apprend que en fait Epstein était le cerveau, la tête pensante derrière cette Ponzi scheme. On apprend aussi de surcroît que la plus grande partie de l'argent utilisé dans ces Ponzi schemes avait des origines criminelles. Cette période a été un moment charnière dans la vie d'Epstein. Ça lui a tout d'abord permis de vivre une vie somptueuse, une vie de luxe, mais ça lui a aussi permis de se confirmer comme un atout précieux pour des gens comme Douglas Leese, de la famille renommée anglaise, la famille Leese. Douglas Leese était un marchand d'armes bien établi en Angleterre, mais aussi à l'étranger. Au fil du temps, beaucoup ont spéculé sur son implication avec MI9, le service d'intelligence militaire de la couronne britannique, mais aussi avec MI6, l'homologue du CIA en Angleterre. Au début des années 90, Epstein avait mis en place un certain nombre de cabinets de conseil, dont le J. Epstein et compagnie, une entreprise qui lui permet d'articuler un certain nombre de transactions, que ce soit commerciales, criminelles, illégales, voire même de l'assistance d'opérations intelligence sur le territoire américain, mais aussi du blanchissement d'argent, surtout du blanchissement d'argent. C'est à ce moment que des sommes importantes ont commencé à couler dans les poches d'Epstein. Le produit d'argent blanchi dans des paradis fiscaux comme Antigua ou Bermuda, juste pour en nommer quelques-uns. Après la mort d'Epstein, l'accusation nous confirme qu'il n'y aura pas d'autre chef d'inculpation retenu contre Jeffrey Epstein. Ce qui veut dire en quelques mots que le dossier était clos. Circuler, il n'y a rien à voir. Incroyable, non? En ce qui concerne le fonds d'indemnisation des victimes, on apprend par des sources sûres qu'il n'y aura aucune limite quant à l'indemnisation des victimes. En quelques mots, il n'y aura pas de plafond d'indemnisation. C'est quand même pas mal pour les victimes. L'indemnisation des victimes sera attribuée sur base de preuves, c'est-à-dire que les victimes devront amener et fournir des certificats médicaux, des preuves de frais de soutien psychologique, de frais psychothérapiques, mais aussi des témoignages. Enfin, la liste est longue. Le fonds d'indemnisation est géré par 3 personnes, mais aussi par une défenseure de l'enfance, une femme qui se nomme Marcy Hamilton. En fait, ces 3 personnes sont les mêmes personnes qui ont géré le fonds d'indemnisation des victimes du 11 septembre. Ces personnes ont aussi une aptitude et une expérience à accompagner les victimes d'abus sexuels par le clergé. Alors une question que je me suis posée depuis le début, c'est pourquoi les avocats de la succession d'Epstein se seraient embêtés à monter un fonds de compensation pour les victimes. Il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Je suis content pour les victimes, mais c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi aucun cabinet de jury comptabilité a été en fait nommé officiellement. C'est une pratique courante, mais dans ce cas-là, point barre, rien ne se passe. Nous savons aussi que l'argent d'Epstein est réparti sur de nombreux comptes, à l'étranger, sur des paradis fiscaux, mais on se pose aussi la question comment ces comptes ont pu être ouverts en sachant que Epstein a été déjà accusé et trouvé coupable de pédophilie, d'actes de pédophilie. Alors, on ne lui demande pas l'origine et la provenance de ces fonds, mais on ne lui demande pas non plus, on ne fait pas d'études sur le caractère d'Epstein. Tout ça, ça me paraît très louche, très bizarre. Ce n'est pas de coutume. Nous savons aussi que le FBI a fait une investigation, une enquête sur HSBC et a demandé des comptes à HSBC, qui éventuellement a laissé et a dû laisser partir Epstein. On apprend aussi à travers Stephen Hoffenberg qu'il y a beaucoup plus d'actifs et de biens sur des comptes à l'étranger. Il nous confirme aussi que certains de ces biens ont déjà dû être liquidés afin de lever des fonds pour le fonds d'indemnisation des victimes. Alors, une des réclamations que les enquêteurs, c'est-à-dire le FBI, a fait contre la succession d'Epstein, c'était que
l'argent disponible sur ces comptes était le fruit de blanchissement d'argent. Alors, ce qui est aussi incroyable, c'est que les avocats et amis de longue date de Epstein, je pense plus particulièrement à Darren Indyke et à Jeffrey Shantz, ont eux-mêmes engagé des avocats spécialisés dans la défense pénale dans le cadre d'une enquête sur les finances troubles d'Epstein. Alors, ça comporte bien sûr une investigation sur les comptes qu'il avait aux États-Unis, mais aussi sur et dans les îles Vierges américaines. Nous pensons que le FBI a déjà fait une réclamation pour ces fonds. Une requête déjà déposée auprès du tribunal fédéral permettrait en tout cas une saisie des comptes et la confiscation des fonds et des comptes de Epstein. Alors pour résumer, l'unité financière du FBI va en tout cas avoir la possibilité de se pencher sur les comptes d'Epstein, regarder et comprendre la provenance de ces fonds et de savoir en tout cas de comprendre le financement de la structure de l'opération Epstein. Personnellement, je pense que le FBI fait des progrès concernant l'enquête sur Epstein et sur ses comptes. L'information, malheureusement, n'est pas divulguée au public. Mais ce n'est pas grave, l'affaire avance, l'enquête avance. En revanche, on peut prendre le temps de se poser la question pourquoi le FBI a pris autant de temps avant d'appréhender Ghislaine Maxwell. Moi, j'ai une théorie et je vais la partager avec vous. Pour moi, Maxwell, après la mort d'Epstein, le suicide d'Epstein, après on peut l'interpréter comme on veut, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui est important, c'est qu'elle avait deux priorités. La première priorité qu'elle avait, c'était de rester en vie, ce qui me paraît une bonne idée. Elle en savait trop. Ça faisait d'elle une cible naturelle. La deuxième de ses priorités, c'était tout simplement de s'assurer que ses finances étaient en ordre et qu'à n'importe quel moment, elle pouvait accéder à son argent, que ce soit sur les comptes d'Epstein, sur ses comptes à l'étranger, elle avait besoin d'argent. Quand vous êtes en cavale, ça coûte du pognon. Moi, je pense, et ma théorie est la suivante, c'est que le FBI savait tout au long où était Maxwell. Je pense qu'ils l'ont mis sous écoute et je pense que tout simplement, ils étaient en train d'essayer de comprendre l'organisation et la structure financière de l'opération Epstein. Maxwell s'est toujours décrite comme une employée d'Epstein, mais nous savons que ce n'est pas tout à fait vrai et qu'elle avait beaucoup d'argent sur des comptes à l'étranger. Voilà ma théorie. Alors, c'est une théorie comme une autre, vous me direz, mais reprenons les chefs d'inculpation contre Epstein. Les chefs d'inculpation contre Epstein comportent le mot conspiration. C'est un mot que le FBI va certainement en tout cas utiliser pour aller après des parties tierces. Et tout ça, bien sûr, ce sont des très très bonnes nouvelles pour ceux qui ont déposé des plaintes auprès des tribunaux civils. Alors on peut que espérer que le FBI va reprendre l'enquête concernant Towers Financial et le fameux Ponzi Scheme qui avait absolument choqué l'Amérique. Ce qui est important dans ce cas-là de comprendre, c'est que uniquement Hoffenberg, c'est-à-dire le PDG de Towers Financial, avait été inculpé et condamné. Ce qui est incroyable, c'est que le nom de Epstein était présent sur tous les dossiers. Le jour du tribunal, son nom avait été rayé de la liste. Incroyable, non? Alors tout cela fait bien sûr que de nourrir la théorie du complot selon laquelle Epstein serait protégé. Alors il en va de soi bien sûr que le FBI va devoir enquêter sur le département de justice américaine. Ce qui est même assez incroyable parce qu'ils vont devoir s'expliquer comment ça se fait que le nom d'Epstein était partout sur l'enquête et que le jour du tribunal, son nom avait disparu. Ça me paraît inconcevable. Alors pour récapituler, le FBI poursuit Epstein dans le cadre et dans le scandale financier de Towers Financial et il s'en sort sans égratignure. De surcroît, un grand jury local d'un tribunal de Miami lui donne simplement un avertissement dans le cadre d'une inculpation pour sollicitation de prostitution. Alors que nous savons qu'il y a un dossier de police conséquent, très bien établi, très bien fait. De nouveau, il s'en sort sans peine de prison. Le FBI aura l'opportunité de s'en prendre une deuxième fois à Epstein, puisque les informations dans le tribunal de Miami avaient été partagées avec le FBI. S'était bien rendu compte que l'affaire était une grosse affaire, mais qu'il fallait certainement, en tout cas, un apparatus comme le FBI, bien financé, pour pouvoir lancer une enquête d'envergure. À la fin de tout ça, il écopera de 18 mois de prison. Il passera de ces 18 mois de prison, 12 heures chaque jour dans ses bureaux à Miami, et il n'ira en prison que pour dormir le soir. Il n'aura pas de tag électronique, il n'aura pas de bracelet électronique, pardon. Alors il y a une partie très controversée dans la condamnation d'Epstein. C'est l'accord de non-prosécution que les avocats d'Epstein, dont Alan Dershowitz fait partie,
ont pu négocier avec le Southern District Attorney, un monsieur qui s'appelle Alexandre Acosta. Alors c'est assez incroyable, c'est du jamais vu. Ce que ce document veut dire, cet accord veut dire, c'est que tous les conspirateurs et les co-conspirateurs, qu'ils aient un nom ou sans nom, ne pourront pas être poursuivis par la justice américaine aujourd'hui et jamais. Alors maintenant que Epstein n'est plus de ce monde, le FBI a une troisième chance en tout cas de pouvoir cette fois-ci faire du travail correctement et de pouvoir regarder dans quelles conditions cet accord de non-prosécution a été accordé. Alors ça sera une bonne nouvelle bien sûr pour les victimes puisque leur droit a été bafoué et à aucun moment elles ont été au courant de cet accord. Cet accord s'est fait dans leur dos. Nous savons aussi que le directeur adjoint du FBI, dans le cas de cette investigation, de cette nouvelle investigation, est un gars qui s'appelle William Sweeney. Il a une réputation d'être un franc joueur et quelqu'un qui n'est pas corruptible. Alors on va lui donner une chance et on va voir ce qu'il peut faire. Alors comme je vous disais au début de cette présentation, c'est que il y a en fait deux genres de tribunaux et deux genres de justice aux États-Unis. Il y a la justice fédérale et la justice étatique. Donc vous avez deux cours, deux tribunaux différents avec des juridictions qui sont complètement différentes. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un seul cas. L'affaire Epstein, l'affaire Ghislaine Maxwell, tout ce qui satellite autour, c'est la même affaire. Le tribunal du district sud de New York va continuer son procédé de confiscation, c'est-à-dire tout simplement d'arrêter de compte. Ils vont aller à la recherche d'actifs supplémentaires, ainsi que d'actifs, ce qu'on appelle marginaux, et tout ça en tout cas pour générer le plus possible d'argent pour les victimes. Alors l'argent va commencer à arriver pour les victimes par le biais justement de cette procédure pénale judiciaire qui va permettre l'indemnisation, mais aussi aux avocats de se faire indemniser par des procédés adéquats qui, eux, se passent dans des tribunaux civils. Voilà, notre vidéo arrive à sa fin. Merci d'être resté avec nous tout ce temps-là, en tout cas. C'était juste une mise en bouche. Il y avait beaucoup à dire et il y a toujours énormément à dire. Notre deuxième épisode va se consacrer plus particulièrement à Alexandre Acosta, qui était donc le District Attorney pour le Southern Court of Miami. Donc cette personne, elle est très intéressante puisque c'est elle qui a signé le fameux accord de non-prosécution pour Epstein, le Sweetheart Deal, et ça va être aussi intéressant puisqu'on va aller investiguer, enquêter un petit peu plus profond Les Wexner, le méga groupe et bien sûr l'incontournable, le diabolique Alan Dershowitz. Et voilà, maintenant, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et que vous aimeriez en voir plus, n'hésitez pas à nous suivre, à suivre cette chaîne, nous mettre le pouce en haut, appuyer sur la clochette et surtout nous faire des commentaires. Et pourquoi pas nous proposer en tout cas des nouveaux thèmes ou des thèmes que vous aimeriez que nous couvrions. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!